Alors, on parle d'une innovation organisationnelle, mais parlons clair et parlons en vérité. Derrière, c'est aussi cette innovation formidable concernant les rémunérations. On voit bien qu'aujourd'hui, la grande difficulté, c'est de pouvoir bénéficier encore à l'hôpital de radiologues publics. Le différentiel de rémunération est considérable. Et là, moi, ce que je lis, ce que je vois en lisant le texte, c'est la possibilité d'une dérogation en termes de rémunération aux règles statutaires pour les PH et aux règles conventionnelles pour les libéraux. Je ne sais pas comment vous avez entrevu cela, de votre fenêtre cette fois-ci de praticien hospitalier, mais est-ce que ce n'est pas finalement là un levier et une porte ouverte à retrouver une organisation commune et peut-être à éviter cette différence aussi énorme entre les deux statuts? Alors, effectivement, c'est l'objectif législatif difficile dans la loi. C'est que les noms de dérogation donnaient quelque chose qui était effectivement une porte ouverte à des modifications au niveau de l'hôpital, qui est le régime du statut unique du praticien hospitalier, qui est défendu par toute spécialité, mais qui semble aujourd'hui pas forcément la structure la mieux adaptée pour être attractive au niveau de l'hôpital. Donc, il y a ce problème de rémunération, mais il y avait aussi les conditions de travail et la permanence des soins. C'est pour ça que ça a été mis effectivement dans ce domaine. L'idée, c'était de bien lister tous les problèmes potentiels, essayer de trouver des solutions pour pouvoir aboutir effectivement à cette coopération publique-privée en imagerie à l'échelle d'un territoire, et qu'on puisse vraiment avoir des solutions pour passer les blocages qui étaient constatés. En sachant que quand on s'intéresse effectivement à la démographie, une des difficultés, c'est d'être attractif pour les jeunes. Et un sondage au niveau des internes avait montré qu'il y avait une volonté majoritaire des futurs radiologues, pendant leur formation, après ça peut changer, à avoir une activité un peu mixte, c'est-à-dire de rester ainsi à l'hôpital pour la prise en charge des patients, pour le côté travail en équipe, et puis une activité rémunérée, effectivement plus sur l'aspect acte à l'acte, qui permettait effectivement probablement de compenser la différence de rémunération pour un praticien hospitalier. C'est ça. Et ce qu'on voit, c'est à travers finalement le PIM, si je permets cette dérogation statutaire, donc on peut penser que le praticien, alors il conserve son statut, mais pourra avoir une rémunération supplémentaire. Alors, est-ce que c'est sous forme de prime? Est-ce que c'est une augmentation des émoluments? Ça reste encore à définir. Et pour le praticien libéral, c'est aussi, puisque je modifie les règles conventionnelles, donc pourquoi pas une idée peut-être d'un forfait. Donc on sent qu'on fait un pas de chaque côté. Le PH vers l'idée d'un intéressement et pour le praticien libéral, peut-être pour percevoir un forfait. Est-ce que c'est ça qui va permettre premièrement de débloquer, je pense à la permanence des soins, mais il y a aussi un aspect téléradiologie qui va intervenir, ou continuité des soins, et de l'autre côté, justement, de lier le fonctionnement et la réussite du PIM à l'activité et donc à la rémunération? Alors, je pense qu'effectivement, parce que dans les essais antérieurs, hein, on avait fait le GIE et le GIP, on a pu objectiver qu'une des difficultés, c'est effectivement cette différence de traitement sur l'aspect médical qui était très différent et qui souvent aboutissait à un relatif échec, voire effectivement à un transfert de médecins à statut hospitalier vers un statut libéral. Donc c'est par l'analyse des échecs, un petit peu des échecs relatifs de ces types de coopération, qu'on a essayé de trouver des solutions dans ce type qui devraient permettre d'éviter les effets constatés. Voilà. Alors, ça, on voit bien que c'est quand même une formidable et incroyable innovation. Alors, le juriste que je suis vous dira, pour moi, ces dérogations, elles sont applicables, puisque vous vous souvenez qu'en 2011, il y avait déjà eu à travers la loi Fourcade la tentative du PIM, sauf que c'était renvoyé un décret au Conseil d'État qui n'a jamais vu le jour, et cette expérimentation a été éteinte faute d'expérience. Tandis que là, dans le nouveau texte, je constate que sur cet article L 6122-15, nous n'avons pas de renvoi à un décret en Conseil d'État pour la mise en œuvre. Donc moi, je considère, et je pense que vous devez avoir le même sentiment, qu'à compter du moment où
dans le cadre de l'appel à projet et de l'autorisation de l'agence, valider les critères, je peux m'engager dans ces dérogations. Oui, effectivement, on a constaté l'absence de volonté de publication du décret. Ben oui. Ce n'était pas un oubli, c'était un choix stratégique. Et c'est pour ça que dans ce texte, on a participé à la rédaction, on a supprimé cette obligation pour ne pas vivre un vice répétable effectivement de l'article 33 de la loi. Et aujourd'hui, je crois que le texte est effectivement tout à fait adaptable. Alors, il faut que l'ARS fasse une publication. C'est ça. Donc là, les ARS peuvent avoir des stratégies différentes. Mais je crois que ce qui était innovant dans l'organisation territoriale de l'ensemble des règles, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'au niveau politique, il y a moins cette volonté de séparer le public et le privé, plutôt le souhait d'avoir une passerelle, que le film est tout à fait une passerelle dans l'air du temps entre les deux. Alors, c'est une passerelle, et alors, si vous me permettez, je suis libéral, je sais ce qu'est le fonctionnement d'un cabinet, mais le souci, c'est la durée de l'autorisation. Elle est de 5 ans. J'entends dire les uns et les autres, c'est une durée qui est très courte, si je mutualise les équipements, si on va probablement modifier les locaux, on crée de grandes plateformes, et si au bout de 5 ans, l'agence ne renouvelle pas, c'est ce que nous entendons un peu partout. Je pense que c'est effectivement une remarque fondée. C'est l'élément 50, ça peut effectivement faire peur. Alors après, il faudra utiliser les choses. La structure juridique, elle, n'est pas limitée à 5 ans. Et on a toujours vécu en imagerie sur des autorisations limitées dans le temps, que ce soit le scan et l'IRM. Et dans le vécu, les renouvellements ont toujours été faits avec des procédures très allégées. Voilà, donc effectivement, en théorie, ça peut être un élément d'inquiétude. Dans la pratique, notre expérience montre que c'est quelque chose qui est 5 ans, mais quasiment tacitement renouvelable. Voilà, je crois. Après que l'ARS veuille garder un coin de négociation pour vérifier comment évolue la structure et éventuellement pouvoir intervenir si nécessaire. Mais bon, sur toutes les autorisations de scan et d'IRM, on a toujours eu des renouvellements sans aucune difficulté. Donc on peut penser et espérer en tous les cas que c'est la volonté. Et en tous les cas, les échanges qu'on avait avec l'ARS de France ont l'air d'aller tout à fait dans ce sens-là. Oui. Alors, ce qui va aussi dans ce sens, c'est la modification du régime des autorisations qui est en cours. Et on a bien vu que suite à l'ordonnance, le premier groupe de travail, c'est l'imagerie médicale. Avec, on voit bien, enfin, le sentiment qu'on peut avoir, nous, de l'extérieur, comme juristes, c'est que nous quittons l'autorisation simple d'équipement pour rentrer vers une autorisation d'activité. Et on peut se dire que demain, il n'y aura pas d'autorisation qui ne sera donnée s'il n'y a pas un cortège d'obligations telles que la PDS, la continuité, le fonctionnement en coopération, etc. Ce qui commence déjà, mais qui va très certainement s'accentuer. C'est ce qui est prévu, puisqu'ils annoncent la publication des textes pour début 2019. C'est ça. Et une modification des PRS pour intégrer effectivement cette évolution. Donc c'est tout à fait il y a une certaine cohérence et c'est une demande. Le régime des autorisations a quand même montré un certain nombre de faiblesses. Ouais. La situation du nombre d'équipements en France est probablement liée à cette procédure. Donc de la faire évoluer paraît cohérent. Oui, oui. Alors, de l'autorisation, si vous me permettez, je vais rester sur mon statut libéral. Et moi, la question que je me pose, c'est, très bien, alors finalement, vous me proposez un mariage là avec l'hôpital, c'est intéressant, nous avons notre plateforme, nous allons travailler pour tout le monde, sauf que, est-ce que vous n'allez pas vous immiscer dans mon fonctionnement de cabinet? Derrière, c'est la question de la patrimonialisation aussi, c'est-à-dire que mon cabinet repose sur une valeur d'exploitation qui est liée à l'autorisation que je peux avoir par ailleurs de tel ou tel équipement. Est-ce que vous ne craignez pas ou que cela puisse rebuter un certain nombre de cabinets de venir dire vous nous obligez finalement à abandonner une partie de notre cabinet au bénéfice d'un centre hospitalier, et c'est-à-dire de l'État, et une fois qu'il est une fois que le loup est dans la bergerie, nous ne savons pas ce qui peut se passer. Je crois que le cadre est suffisamment souple pour que des réponses différentes puissent être apportées. Je ne crois pas que l'hôpital
est un souhait de rentrer dans l'organisation des structures libérales. Et je pense qu'il peut y avoir effectivement un accord entre les deux structures pour un périmètre qui va être tout à fait différent suivant les endroits. Le PIM peut, par exemple, être monté que sur une activité de sémiologie, mais peut être monté sur une activité beaucoup plus large. Donc je crois que la force de cet outil, c'est justement sa souplesse, qui devrait permettre de répondre aux différents points. Après, je crois que l'idée du PIM, c'est aussi de répondre aux besoins de la population. Les besoins de la population, c'est aussi d'avoir l'imagerie de proximité, que effectivement les radiologues libéraux font, et font souvent très bien. Donc le PIM n'a aucune raison de changer l'organisation pour éventuellement ne pas bien répondre aux besoins de la population. Et je pense que l'ARS sera vigilante dans ces options-là pour vérifier que les besoins de la population répondent, sont préservés dans le cadre du PIM et éviter peut-être une centralisation excessive des équipements sur un plateau qui pourrait laisser des zones géographiques un peu en difficulté. Après, je crois que ça dépend effectivement des hommes qui vont discuter et des accords qui vont être faits. Je rappelle qu'il n'y a pas d'obligation. Si effectivement les gens sont en désaccord, bon, ils le constateront, ils ne feront pas de PIM. Si les gens se mettent d'accord, ils pourront faire un PIM et le contenu devrait être accepté par toutes les parties. Ouais. On m'a signalé un petit problème technique. Je crois qu'on ne vous a pas très bien entendu au tout début de votre intervention, pas là, mais tout au début de notre conférence. Bon, on ne reviendra pas dessus, mais je crois que vous avez, on peut le dire, vous avez fortement insisté sur l'intérêt que représentait le PIM dans l'organisation territoriale. Et voilà, donc nous présentons nos excuses pour ce début un peu chaotique. Alors, c'est vrai aussi qu'à décharge, avec les intempéries, avec tout ce verglas qui nous entoure, ça n'a pas été aussi simple. Si nous continuons ce cheminement à travers le PIM, alors c'est vrai et je crois qu'on peut aujourd'hui avoir un dispositif juridique qui permette justement, en tout cas, de garantir ces questions qui restent quand même essentielles pour les cabinets, qui ont fortement investi, qui se sont engagés, avec l'idée, pourquoi pas, dans un même groupement, de sanctuariser des autorisations qu'ils peuvent avoir sur un autre site. Donc, je crois qu'il est peut-être important, et je vais complètement dans votre sens, d'expliciter que le PIM n'est pas le fait de s'abandonner dans les bras de l'État pour constituer une structure qui va dévorer le praticien libéral. Ce n'est pas une publicisation de la radiologie. Je crois que c'est important de le dire, et ce n'est pas non plus une privatisation. Je crois qu'on est sur quelque chose de nouveau, et on fait en fait un peu le pari de l'innovation complète. Ce n'est pas l'État qui a créé le PIM, c'est les radiologues libéraux, avec les radiologues hospitaliers et la société française, qui a pensé que pour répondre aux besoins de la population, il fallait dépasser ce profil d'activité entre un côté une imagerie libérale et une imagerie hospitalière. La DGOS, on s'est plutôt battu contre pour essayer de leur imposer cette organisation, et on a essayé de leur expliquer que le GHT, qui est obligatoire, peut être une réponse suffisante pour assurer une imagerie hospitalière de qualité, mais qu'on souhaitait un outil plus souple qui puisse se rajouter au GHT pour les acteurs de terrain, avoir différents outils qu'ils puissent utiliser en fonction de leurs besoins. Donc il y a vraiment un côté souplesse, il y a un côté imagerie qui porte ce projet, puisqu'au début il s'appelait Projet professionnel commun. Alors bon, ça a été changé par le ministère, mais je pense que c'était, voilà, pour nous c'était vraiment quelque chose qui était symbolique. Ça a fait partie du plan en 10 mesures de l'imagerie médicale de la SFR, etc. Donc c'est vraiment quelque chose porté par les radiologues et pas du tout imposé par la DGOS, le ministère ou les directeurs des établissements. Les directeurs des établissements sur le terrain constatent qu'effectivement l'imagerie c'est un sujet stratégique pour l'établissement, que c'est souvent un sujet, une activité qui est en difficulté et qui peut pénaliser le fonctionnement de l'hôpital, et donc d'apporter des solutions qui peuvent être effectivement efficaces, c'est quelque chose qui les intéresse
pour certains. Je crois qu'en Ile-de-France, ils ont lancé des Le projets premier, sur les Seine-et-Marne, donc peut-être qu'il y a d'autres ARS qui le font. Il y a des organisations publiques-privées qui existaient avant le PIM, et le PIM devrait pouvoir sécuriser peut-être les choses. Mais je crois qu'effectivement, le titre de cette intervention, c'est la radiologie doit s'en emparer. Effectivement, c'est de faire de la publicité, entre guillemets, sur cet élément d'innovation pour que les gens intéressés puissent effectivement utiliser cet outil en complément des autres, mais qui nous paraît avoir une souplesse qui me paraît effectivement, qui nous paraît tout à fait adaptée à la problématique de l'imagerie, au moins dans certains territoires. Et alors, je vais reprendre ce que vous avez dit parce que ça me semble vraiment fondamental. C'est une proposition et c'est une idée des radiologues publics et libéraux et publics. Et ça, je crois qu'on l'oublie un petit peu là en ce moment. On retient la notion d'une disposition légale, mais lorsque l'on travaille sur le texte et lorsque l'on travaille sur des projets, on s'aperçoit que ce doit être l'outil des radiologues. Et là, ça me permet de basculer sur une autre question, qui est celle de la gouvernance de ces PIM. Parce que la gouvernance de ces PIM, on comprend l'organisation qu'il peut y avoir sur le territoire, on comprend bien que l'ensemble des équipements seront intégrés, on voit bien qu'on a un champ du possible considérable, médecine nucléaire, radiologie conventionnelle, radiologie diagnostique, radiologie interventionnelle, bref, c'est tout le champ de la radiologie. Bon, maintenant, on voit bien également qu'il y a des possibilités de dérogation de rémunération, il nous reste à bâtir la gouvernance, c'est-à-dire qu'il nous reste à bâtir ce qui va permettre de ce fonctionnement sans qu'on ait le sentiment que l'un tire la couverture à lui. On a commencé à travailler, et nous avions d'ailleurs travaillé ensemble. Nous avons vu que, par exemple, le groupement d'intérêt économique était un peu étroit, puisque, en particulier, ça ne permettait pas à des praticiens hospitaliers d'intervenir sur des patients externes, et à l'inverse, à des praticiens hospitaliers mis à disposition du groupement, à des praticiens libéraux mis à disposition du groupement d'intervenir sur des patients hospitalisés. Donc, on a bien vu que le GIE est un peu étroit et qu'il nous fallait un vêtement plus large. Et actuellement, le seul que nous avons à notre disposition est le groupement de coopération sanitaire. Alors, le groupement de coopération sanitaire, certains s'en méfient, considérant qu'à compter du moment où sa constitution doit être approuvée par l'ARS, cela devient une immixtion dans leur fonctionnement. Ce que l'on peut dire peut-être pour rassurer, à savoir qu'il y a une autorisation qui est donnée par l'agence, le fait que l'agence concomitamment donne son autorisation pour le groupement de coopération sanitaire, au contraire, on voit bien qu'il y a une cohérence de l'ensemble et que finalement, dans le groupement de coopération sanitaire, je vais retrouver la même souplesse de gouvernance que dans le groupement d'intérêt économique. Je crois que ça, on ne le dit pas suffisamment. Et nous voyons bien qu'actuellement, à travers les GCS, on peut réfléchir sur des gouvernances totalement adaptées aux besoins des radiologues, je dirais, du terrain. Hein. Je ne sais pas comment vous le concevez, et en particulier quand vous en discutez avec vos confrères, si le GCS reste un épouvantail. Souvent, on nous dit, bah oui, mais en même temps, on voit bien les textes changent en permanence. Ce qui, à mon sens, est plutôt un bon signe, c'est qu'il s'adapte et que petit à petit, on voit bien que le GCS se muscle. Créé à l'époque par les ordonnances Juppé, au début, c'était uniquement pour permettre le rapprochement entre une clinique et un hôpital. Aujourd'hui, soyons clairs, c'est le couteau suisse de la coopération et qui permet à la fois à des publics et des privés de travailler ensemble. Entre le GCS, établissement de santé, qui permet de gérer un établissement, un plateau chirurgical, et nous avons des exemples avec un recul de plusieurs années qui démontrent son efficience, mais aussi sur du partage simplement de plateaux ou d'équipements. On voit bien que le groupement de coopération sanitaire est finalement un organisme assez souple. Voilà. Oui, alors, je crois que historiquement, les radiologues ont fait beaucoup de GIE, donc ils connaissent. Et quand il y a un nouvel outil juridique, on se demande qu'est-ce qu'il apporte par rapport aux choses. Le GCS que vous décrivez, c'est surtout le GCS de droit privé.
dans un GCS de droit public, nous on a vécu un GIP, qui était l'équivalent public. Tout à fait, tout à fait. C'est un peu lourd. Ouais. On peut penser qu'un GCS de droit public, c'est un peu lourd et on peut comprendre que les libéraux soient réticents à aller vers une structure de ce type-là. Par contre, le GCS de droit privé ressemble beaucoup au GIE. C'est ça. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il me semble ressembler beaucoup au GIE. Alors, effectivement, il y a cette autorisation de l'ARS, mais comme on va avoir des équipements lourds, on va passer par tout est lié. de l'ARS. Tout est lié. Bon, c'est pas évitable. Et puis, il y a des outils qui sont quand même complémentaires, ou disons qui sont supplémentaires au GIE, qui sont effectivement la mise à disposition du personnel, alors médical ou non médical, donc qui permet une certaine souplesse, et puis ça permet aussi d'avoir des recettes sur l'aspect éventuellement de bénéficier des subventions que ne peut pas avoir le GIE. C'est très vrai, c'est très vrai. Notamment, par exemple, si l'organisation de la PDS, qui a un problème pour les libéraux dans le sens qu'ils n'ont pas leur repos compensateur, on peut très bien mettre en place un système qui ressemble plus au public avec la prise en compte du repos compensateur par des systèmes de subvention qu'on peut mettre en place dans le cadre d'un GCS, qu'on ne peut pas mettre dans le cadre d'un GIE. Je rappelle que l'ARS subventionne à travers les MICAC une partie de la PDS médicale. Donc ça nous paraît une structure qui nous paraît la plus adaptée et qui est probablement mal connue, mais qui a des garanties de souplesse qui nous semblent adaptées à en faire la meilleure structure. Mais je vous laisse l'expertise sur ce domaine. Justement, je vois que nous avons une question et on nous demande pourquoi le GIE n'est pas possible. Alors, j'ai été un peu vite et je vais peut-être m'attarder quelques instants. Pourquoi le groupement d'intérêt économique ne peut pas être le cadre du PIM? La question, en fait, ou plutôt la réponse, elle va s'attacher à plusieurs choses. La première, c'est que le PIM, on l'a bien compris, va permettre de soigner de manière totalement uniforme aussi bien un patient hospitalisé qu'un patient externe. Pour intervenir sur un patient hospitalisé, encore faut-il que je dispose, moi, d'une base légale. Si je participe à un groupement d'intérêt économique et que je suis praticien libéral, je n'ai aucun droit d'intervenir sur un patient hospitalisé. Ce n'est pas possible. Ou alors, il me faudrait un contrat ou d'attaché, ou alors je suis PH temps partiel, ou c'est un contrat clinicien, ou c'est un contrat de prestation de soins. Bon, ce n'est pas ça du tout l'objectif. L'objectif est justement de créer une structure qui soit autonome. Donc, le GIE ne me permettant pas, il faut que je me tourne vers une autre structure, et c'est le GCS. Alors, pourquoi le GCS? Parce que vous avez une disposition, c'est l'article L6133-3, si je ne dis de bêtises, qui nous dit explicitement qu'on peut prévoir des interventions croisées. Lorsque je suis membre d'un groupement de coopération sanitaire, si je suis libéral, je peux intervenir à l'hôpital. Je peux intervenir sur les patients externes. Ça, c'est la première raison fondamentale. La deuxième, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est que dans le PIM, on n'a pas encore évoqué la question du personnel, mais ce personnel, on peut envisager qu'il soit mis à disposition par les praticiens libéraux, mis à disposition par les établissements publics, ou qu'il puisse être recruté. Bon. Si je veux mettre à disposition des manipulateurs, agents de la fonction publique hospitalière, je ne peux pas dans un groupement d'intérêt économique. Dans un groupement d'intérêt économique, voilà, dans un GIP ou dans un GCS. Voilà. Et ça, c'est une souplesse qu'il ne faut absolument pas galvauder. Elle est très importante. Là, moi, alors je le dis et je le répète, souvent on a le sentiment de dire « Ah bah oui, mais ça coûte plus cher en termes de personnel ». D'abord, c'est stupide, ce n'est pas forcément le cas. La deuxième chose, l'objectif, c'est quand même d'arriver à un fonctionnement harmonieux et tout le monde ensemble. Donc, il faut qu'on ait un outil qui permette de mettre à disposition à la fois les personnels publics et les personnels privés. Donc, c'est une seconde raison qui conduit à ce que le groupement d'intérêt économique n'est pas idoine. Et j'en ai une troisième. Alors là, on va parler un petit peu de sous. Et c'est un problème de responsabilité. C'est que vous savez que
Dans un groupement, on est responsable. C'est des structures transparentes. Elles reposent sur le mandat. C'est-à-dire que le groupement va me permettre d'exercer mon activité, mais à plusieurs. Donc là, le PIM a tout à fait, on le voit bien, cette notion de mandat. Vous êtes praticien hospitalier, je suis praticien libéral. Nous allons ensemble assurer un service pour la population. Donc c'est bien l'objet du groupement. Sauf que ça a une contrepartie, c'est que comme c'est la notion de mandat, il y a une notion de transparence. C'est que je suis responsable sur mon propre patrimoine, vous comme moi, puisque le groupement n'est pas une structure à responsabilité limitée. Donc, étant responsable, il y a une responsabilité qui est indéfinie, c'est sur la totalité. Si par exemple j'ai 1 million de créances, je pourrais réclamer le mois créancier, le million de créances aux membres. Sauf que dans un JE, je peux demander à l'un des deux, peu importe. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Nous sommes solidaires. Donc, moi, créancier, je vais peut-être aller vous voir en disant, eh bien, vous n'avez pas payé votre équipement et maintenant vous allez me rembourser plus les pénalités. Et après, à vous de faire votre affaire avec vos associés. Alors que dans le groupement de coopération sanitaire, on peut envisager, certes, toujours une responsabilité indéfinie, c'est obligatoire, mais elle n'est pas solidaire. Donc, elle va dépendre de quoi? De la règle que nous aurons arrêtée. Et on peut très bien prévoir que vous, établissement public de santé, vous portez un certain nombre d'investissements, vous considérez que, par exemple, vous allez prendre 60 ou 70% de la responsabilité aux dettes. Donc, ça permet un accord entre les parties sur la notion de responsabilité, ce que ne permet pas le GIE. Donc ça aussi, vous voyez, c'est un troisième point. Le quatrième, vous l'avez évoqué, c'est que l'intérêt du groupement de coopération sanitaire, c'est qu'il peut contractualiser avec l'agence, il peut bénéficier de ce fait de MIG, ces fameuses missions d'intérêt général, mais également d'un accompagnement à la contractualisation. Donc, on voit bien qu'on a un champ beaucoup plus ouvert et que le GCS ouvre là des perspectives que restreint le groupement d'intérêt économique. Souvent, ce que nous disons, le groupement d'intérêt économique a un intérêt sur la mutualisation de l'équipement. Mais peut-être est-ce que ça ne correspond pas à cette première phase, dont on sent bien qu'aujourd'hui, on arrive un peu à l'extrémité. Le GIE a vécu, bien vécu, et il faut aujourd'hui s'ouvrir vers une autre structure. Non pas parce qu'on a besoin d'une autre structure, mais c'est parce qu'on est en train de changer de paradigme. Et est-ce que là, on ne rejoint pas l'idée que nous changeons et nous passons d'une autorisation d'équipement matériel lourd, donc parfait gestion dans un GIE, et que nous glissons vers une autorisation d'activité globale, prise en charge sur un territoire, et à ce moment-là, avec une autre structure. Et là où moi je vous rejoins, je pense qu'il est important que ce soit des groupements de coopération sanitaire de droit privé, de manière aussi à apporter à la fois cette assurance pour les praticiens libéraux, et puis disons-le, la fluidité du fonctionnement, parce que je suis en compta privé, compta analytique, j'ai une meilleure vision, et après tout, c'est peut-être un outil qui est de ce fait plus adapté. Hein. Je ne sais pas comment... Du GIP et GIE, la gestion du GIE est quand même beaucoup plus souple et réactive. Ouais. Quand il y a une difficulté, la réponse est beaucoup plus rapide que de passer par des instances qu'on connaît du GIP ou du GCS, le droit public. Donc je crois que le GCS a été aussi constitué comme une évolution du GIE pour essayer de corriger les quelques difficultés qui avaient été rencontrées dans le GIE. Donc je crois que c'est plutôt une continuité, il n'y a pas forcément une rupture entre les deux types de structures. Et puis bon, on m'avait parlé aussi de problèmes de TVA avec le GIE. Je ne sais pas ce qu'il en est, puisqu'il semblerait qu'il y ait des procédures en cours. Donc là aussi, les directeurs sont quelquefois inquiets sur ces éléments dont ils entendent parler, puisque c'est plutôt sur l'hôpital les redressements privés. Mais bon, donc quand on fait un partenariat avec les sociétés, les intérêts et les questionnements des deux partenaires. Alors, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, et là, je peux peut-être en dire deux mots, parce que c'est actuellement une vraie préoccupation. Alors, c'est un peu technique, mais je vais essayer d'être le plus simple possible. L'autorisation d'équipement matériel lourd est désormais systématiquement dévolue au groupement. Je ne parle pas GIE, GCS, on oublie, au groupement. C'est une demande de l'assurance maladie, puisque avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'autorisation était parfois délivrée aux utilisateurs, c'est-à-dire au cabinet libéral et à l'hôpital, qui décidaient de mutualiser ensemble et qui percevaient directement les forfaits techniques et apportaient une contribution
aux charges du groupement. Sauf que l'assurance maladie a dit non, 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 moi je ne veux avoir qu'une seule tête, vous avez des groupements, donc l'autorisation, elle va être délivrée au groupement. De ce fait, maintenant, on va changer de casquette et vous allez vous imaginer être à l'administration fiscale. On vous dit, tiens, le groupement a une autorisation, tiens, le groupement là a des charges, mais les excédents là que vous vous répartissez à la fin, ces excédents, moi je considère que ce sont des bénéfices. Sauf que l'hôpital, généralement avec ses excédents, puisqu'il ne peut pas mettre à disposition du groupement ses manipulateurs, ces excédents sont en réalité destinés à payer quoi? Les manipulateurs, les personnels. Et de ce fait, ce n'est pas taxable puisque c'est bien destiné aux frais de fonctionnement de l'ensemble de l'appareil. Donc ce qui fait que ce qui est tiré du groupement continue à contribuer aux frais de fonctionnement qui est l'objet même du forfait technique. Donc le résultat, c'est que nous avons des redressements fiscaux actuellement, donc des contrôles, qui portent sur la nature de l'excédent versé à l'hôpital. Alors pourquoi ça concerne que l'hôpital et pas les libéraux? Parce que pour les praticiens libéraux, ça va intégrer leur régime fiscal. Donc pour eux, ça n'a pas d'impact fiscal, mais pour l'hôpital qui lui est exonéré, qui ne paye pas d'impôt sur les sociétés, de ce fait, le fisc dit, à l'entrée de l'hôpital, l'excédent qui vous est versé, je considère que je dois ponctionner l'impôt sur les sociétés. Donc vous voyez déjà, l'excédent a du mal à permettre de payer avec l'excédent des quotes-parts de forfait technique versés à partir du groupement. On a déjà du mal à verser les salaires, les émoluments des personnels, mais de plus, si on vient retirer une quote-part pour l'impôt sur les sociétés, là, ça devient complètement ubuesque. On marche sur la tête et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de conduire les établissements publics de santé à plutôt abandonner le groupement d'intérêt économique pour aller vers le GCS. Pourquoi? Parce que dans le GCS, je peux mettre mon personnel. Si je mets mon personnel, de ce fait, j'ai quasiment plus d'excédent. Mon groupement joue complètement son rôle, c'est-à-dire qu'il est là pour permettre le fonctionnement de la machine. Donc ça, c'est aussi un autre argument, vous avez raison, qui plaide plutôt en faveur du GCS que du GIE. Alors certes, il y a des tentatives auprès des administrations fiscales pour expliciter le fait d'être titulaire de l'autorisation ne veut pas dire pour autant que j'exploite l'autorisation, puisque ça reste les utilisateurs. Mais là, on rentre vraiment dans la technique fiscale et pour l'instant, il est préférable, par principe de précaution, lorsque l'on peut, de recourir plutôt au groupement de coopération sanitaire qu'au GIE. Et d'ailleurs, globalement, moi je trouve que c'est un petit peu dommage. On voit bien qu'on rentre maintenant dans une espèce de technicité juridique, alors que nous aurions surtout besoin d'un instrument simple où chacun puisse s'y retrouver, sans avoir le sentiment que l'on vienne prendre votre part, où on puisse avoir une gouvernance, et moi peut-être oserais-je dire une gouvernance médicale. Parce que ce qui m'intéresse aussi dans le PIM, et c'est ça que nous devons constituer à travers la gouvernance de ces nouvelles structures, c'est que ce soit une gouvernance médicale. C'est aux radiologues publics et aux radiologues libéraux de prendre en main la totalité je dirais, de la stratégie. Alors ça, j'aimerais bien qu'on s'attarde quelques instants sur cette notion de stratégie territoriale. Je crois qu'effectivement, l'idée au départ, c'était pas de discuter de GCS dans le PIM. L'idée, c'était de constituer un projet médical et que la structure, qu'elle soit GCS ou autre, ne soit là que pour le mettre en place. C'est-à-dire que l'idée du PIM, c'est d'abord d'avoir un projet médical et pas de discuter de l'outil juridique. Et dans ce cadre-là, si effectivement l'objet du GCS, c'est de mettre en place un projet médical, il y a une certaine cohérence, que ce soit les médecins qui gèrent, alors pas en exclusivité, parce que l'établissement hospitalier et son directeur veut avoir un droit de regard, ce qui peut être tout à fait légitime, comme l'ARS peut l'avoir, mais dans la gestion des orientations, des choix, des équipements, etc., je crois qu'il y a effectivement la volonté que ça soit plutôt un aspect qui soit géré par les médecins. Et là-dessus, sur les discussions entre les radiologues publics et privés, il y a une certaine cohérence, même si les radiologues libéraux mettent en avant une certaine expérience de ce domaine, ce qui est effectivement une réalité, même si aujourd'hui, avec la mise en place des pôles, les médecins hospitaliers sont de plus en plus amenés à s'intéresser
aux aspects financiers et équilibre. Donc je crois que le problème viendra éventuellement dès que le directeur hospitalier rentre dans cette stratégie qui est effectivement un projet médical. Mais je crois que la gouvernance de l'hôpital évolue un peu vers une gouvernance qui est basée sur le directoire, où il y a souvent une majorité médicale. Donc il y a une histoire qui a l'air d'aller vers effectivement la prise en compte que l'activité médicale, c'est elle qui génère les recettes et que donc c'est difficile d'exclure les médecins des choix stratégiques de son établissement. Et donc le PIM peut tout à fait rentrer dans cet élément, mais il y a une demande que ce soit les radiologues aient une part prédominante dans l'orientation et dans la gestion de ces structures. Alors, je vais être un peu provocateur. On voit bien que déjà le PIM annonce peut-être ce levier en termes de recherche, on va peut-être pas dire complètement d'un statut unique, mais en tout cas d'un rapprochement des statuts. On voit bien que nous avons une approche territoriale qui n'est peut-être pas d'ailleurs en totale concordance avec les GHT, on pourra en dire deux mots tout à l'heure. Mais troisièmement, est-ce que ce n'est pas aussi annonciateur d'une nouvelle gouvernance où le pouvoir médical aurait peut-être une place plus importante? Vous avez commencé à l'évoquer au sein de l'hôpital, mais demain, vous parlez du droit de regard du directeur. Mais finalement, qu'est-ce que le directeur va attendre de cette plateforme? Il ne va pas la gérer. Ou est-ce qu'il va la gérer? Moi, je ne pense pas. Je pense que ce qu'il va attendre, c'est que le service soit parfaitement rendu. Donc, il a besoin d'avoir un droit de regard, peut-être même un droit de veto. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à réfléchir en termes de gouvernance en disant, vous travaillez sur un projet médical et un projet de coopération, vous devez avoir un projet économique de manière à ce qu'il soit parfaitement équilibré, qu'il autorise votre rémunération. Et moi, hôpital, je dois veiller à ce que le service public soit parfaitement rendu, que mes malades puissent bénéficier des examens, qu'il puisse y avoir la PDS, mais après tout, le reste est votre affaire. Est-ce que je vais un peu loin ou pas? Non, je pense que ça peut être tout à fait ça. Et je pense qu'à ce moment-là, il y aura probablement besoin d'une contre-utilisation entre le PIM et l'établissement. Alors, le directeur, mais aussi les équipes médicales, pour qu'on garantisse qu'effectivement la PDS fonctionne et qu'éventuellement, si l'hôpital trouve que la PDS ne fonctionne pas bien, qu'on puisse effectivement la modifier. Donc, il y a un côté probablement d'échange, de contractualisation et de discussion qui paraît effectivement s'intégrer dans cet élément-là. Alors, le GHT, on en a parlé, c'est une obligation. Je pense que la différence, c'est probablement sur la notion du territoire. C'est-à-dire que le territoire du GHT peut être très grand. Alors, nous, c'est les Marques, c'est la moitié du département, 800 000 habitants. C'est peut-être pas la notion du territoire qui peut y avoir un PIM. Donc aujourd'hui, nous on a plutôt deux structures PIM, mais qui correspondent aux deux territoires des radiologues libéraux. Donc là aussi, je pense qu'il ne faut pas forcément rentrer dans des éléments un peu rigides où le PIM doit avoir le même territoire que le GHT. Si c'est possible, tant mieux. Sinon, on peut éventuellement faire le PIM pour couvrir. Alors justement, là, j'ai une question qui s'est passée en disant, mais justement, alors, par rapport aux besoins du patient, qu'est-ce que le PIM va apporter de plus? Est-ce que moi, patient externe, ou moi, finalement, patient hospitalisé, est-ce qu'il y a un intérêt direct pour le patient de ces plateformes radiologiques? Alors, la question, j'aurais tendance à la retourner. Est-ce qu'aujourd'hui, on répond bien aux besoins de la population et partout? Si c'est le cas, le PIM n'est pas utile. Si ce n'est pas tout à fait le cas, ou si peut-être que dans 2 ans, on se dit qu'effectivement, il y aura des départs à la retraite et qu'on n'a plus de certitude de pouvoir répondre à la question, à ce moment-là, il faut choisir une structure qui nous permette d'aller. Ça peut être le GHT, ça peut être le PIM, ça peut être le recrutement directement. Donc l'idée, ce n'est pas que le PIM est la seule solution, c'est un outil parmi d'autres, à nous de le choisir. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de difficultés. Alors peut-être, je connais mieux les hôpitaux, donc peut-être que j'ai une vision un peu erronée des choses. Il y a quand même beaucoup d'endroits où le service d'imagerie médicale de l'hôpital ne remplit pas pleinement ses missions qui soient de service public ou pas. Pour les libéraux, je ne voudrais pas en parler parce que je n'ai pas forcément la connaissance, mais on voit que quand même il y a des difficultés de recrutement, ou en tout cas les libéraux nous parlent des difficultés de recrutement,
d'endroits où ils sont obligés de se réorganiser avec éventuellement des difficultés pour assurer une imagerie de proximité, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'un outil qui puisse éventuellement répondre à des problématiques locales avec des solutions qui peuvent être complètement différentes à inventer, mais qu'on nous donne une souplesse et qu'on nous donne quelque chose qui permette, dans certains cas, de pouvoir effectivement répondre à ces besoins qui sont, à mon avis, la pierre angulaire d'un projet médical. Ouais. La pierre angulaire d'un projet médical qui soit hospitalier dans le cadre d'un PIB ou dans le cadre d'une réflexion autre. Mais je crois que ça part des besoins. Et aujourd'hui, bon, je trouve que les besoins ne sont pas pleinement faits et on a une vision de 5 ans qui est effectivement des départs à la retraite qui vont dégrader cette réponse avec une incertitude sur le recrutement à venir. Ce qui veut dire que le PIM pourrait être, pour les radiologues, là je parle des jeunes radiologues, hein, quand vous parlez d'attractivité, c'est bien le renouvellement des équipes. Est-ce que, à votre sens, vous parliez tout à l'heure du sondage auprès de jeunes internes, est-ce qu'on pourrait imaginer que le PIM soit une des réponses en ce qu'il permet finalement à ces jeunes radiologues qui arrivent, qui veulent peut-être un mode d'exercice différent, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas forcément s'investir à l'achat de droits sociaux, derrière, à travailler, je dirais, sans arrêt. Alors à l'hôpital, c'est tout le temps entre les gardes et l'exercice professionnel. Est-ce que finalement, ce ne serait pas le moyen, puisque ces plateformes, c'est un ensemble de professionnels, d'abord il y aurait une question de nombre, une facilité d'exercice, et peut-être aussi derrière d'avoir un nouveau mode d'organisation de la radiologie. Alors c'est ce qu'on pense, c'est-à-dire que donc, il y a eu ces sondages et puis on a rencontré les internes. Il faut bien voir que le nombre que vous avez dit est un élément qui est important. Aujourd'hui, on forme des radiologues généralistes, sans que ça soit péjoratif, mais c'est vrai que les demandeurs nous demandent des radiologues un peu spécialisés. Alors, je fais attention avec l'hyperspécialisation comme le neuroradiologue qui ne fait que ça. Donc, il y a des endroits où il faut qu'il garde une polyvalence, mais qu'il ait une activité à 50%, par exemple, dans un domaine, que ce soit l'imagerie digestive, hein, l'imagerie de la femme, autre chose. Et ça, c'est possible qu'uniquement quand il y a un nombre de radiologues. De regrouper les radiologues libéraux et les radiologues hospitaliers, on peut arriver assez rapidement à des équipes de 15 ou 20 qui permet effectivement aux radiologues, outre ce caractère généraliste, d'avoir des domaines de compétences et de pouvoir les avoir en binôme et de pouvoir mieux répondre aux besoins aussi des médecins demandeurs. Je vois, pour l'imagerie URL, peut-être que le médecin généraliste, disons, radiologue généraliste, répond assez bien, mais il y a des domaines où effectivement il faut avoir beaucoup d'expérience, une compétence. Il y a la possibilité d'aller au RCP qui me paraît une quasi-obligation et qui permet de rapprocher les équipes, et ils ont des correspondants. Il est sûr que dans un hôpital, si vous êtes 6, ce qui est déjà dans certains cas beaucoup, vous ne pouvez pas assurer les équipements, les RCP, l'hyperspécialisation, la PDS. Et donc je crois que ce qui est intéressant, ce qui intéresse les jeunes, c'est effectivement ce côté conditions de travail qui correspond à leur souhait, d'avoir des équipes assez étoffées, de pouvoir effectivement se spécialiser et que ce soit des médecins hospitaliers ou des médecins libéraux. Et il y a cette volonté effectivement majoritaire d'avoir des modes d'exercice pas uniques comme PH temps plein ou radiologue libéral temps plein, mais d'avoir une activité qui est un peu mixte. Alors quand on parle de l'interventionnel, c'est encore un sujet où l'équilibre peut être tout à fait. Donc l'idée, c'est toujours pareil, c'est d'avoir de la souplesse et de l'attractivité. Et l'attractivité, je le dis, c'est les rémunérations, mais c'est aussi les conditions de travail, c'est aussi les gardes. Quand vous êtes 15 à faire un planning de garde, c'est quand même plus agréable que quand vous êtes 5, etc. etc. Et je crois que c'est l'attractivité, quand on en discute, même avec des radiologues d'exercice, il y a un établissement où il y a un radiologue qui devait partir et qui s'interroge en fonction du PIB s'il restera ou pas, quitte à ne plus avoir une activité 100% PH plein comme il a aujourd'hui. C'est ça, ça veut dire que ça permet des aménagements. Alors, je ne sais pas, je crois qu'en régie, on me dit qu'il reste à peu près 2 minutes.
Est-ce que c'est de ce fait pas la fin du statut de PH pour les radiologues? Vous voyez, on est en train de terminer là, sur une question quasi provocatrice aussi. Alors, je pense que ça peut être la fin du statut de praticien hospitalier de temps plein. Mais étant syndicaliste dans des syndicats pluriels, ça fait longtemps qu'on pense que le statut a quand même beaucoup de rigidité et que probablement une des solutions pour faire évoluer, et dans l'idée d'attirer les gens, donc ce n'est pas les gens qui sont forcément aujourd'hui en statut temps plein, c'est de pouvoir éventuellement choisir un continuum entre 10% de statut de PH à 100%. Aujourd'hui, il y a 100%, il y a 60%, après il y a la réduction d'activité. C'est ça. Qui chaque élément a des contraintes différentes, d'avoir quelque chose de beaucoup plus lissé et que les praticiens puissent en fait faire varier un peu leur quota de praticiens et de pouvoir avoir une activité soit dans l'hôpital, soit dans un autre site. C'est en particulier ce que portait le SNAM. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas abouti, mais c'est vrai que la DGOS se pose aussi la question de faire évoluer ce statut pour mieux répondre aux aspirations des futurs des médecins en formation. L'enjeu stratégique, comme vous l'avez dit, il est là. Il est sur l'attractivité des jeunes. Donc, il faut imaginer des outils ou des statuts ou des choses comme ça qui répondent à l'aspiration des jeunes. Et bon, j'ai un certain âge, donc je peux dire que l'aspiration de ma génération et des générations qui arrivent peuvent être tout à fait différentes. Et je crois que le PH temps plein a très bien fonctionné. Peut-être qu'aujourd'hui, il serait utile de le faire, de dépoussiérer. La difficulté, c'est que c'est un statut qui s'applique à toutes les spécialités à l'hôpital, hein, et que donc il est très difficile de faire évoluer ce statut en ayant un consensus de toutes les spécialités. C'est ça, c'est ça. Et donc, ce que l'on peut dire finalement, au final, c'est que nous avons, à travers le PIM, peut-être ce terrain formidable d'expérimentation aujourd'hui, parce que comment on va faire, puisque si on nous parle de dérogation, eh bien allons-y, dérogeons. Et dérogeons, ça veut dire quoi? C'est pas de mettre par terre le statut, mais c'est de voir comment on peut l'améliorer en fonction de demandes. Alors on voit bien que la demande, elle est d'abord en termes de rémunération, puisque c'est sur ce quoi porte la dérogation. Donc, ces dérogations en termes de rémunération, on voit que le PIM, à travers son budget qui va être mis en place, donc son organisation financière, doit pouvoir verser. Alors, est-ce que ça sera sous forme de primes? Suivant les cas, ça sera des primes. Sinon, ça peut peut-être être autre chose, tout en conservant son statut. Je crois qu'il est important de dire que ce n'est pas le basculement du PH sur un statut libéral, et ce n'est pas le basculement inverse, c'est-à-dire du statut de praticien libéral sur celui de praticien hospitalier, et qu'on est en train là de travailler sur quelque chose vraiment de totalement novateur. Nous arrivons, je crois, à la fin. La régie ne me dit pas combien de temps il me reste, mais je vous propose qu'on fasse peut-être une conclusion. Est-ce qu'on doit y croire alors à ce PIM? Est-ce que, à votre avis, c'est encore un pétard mouillé? Ça va être comme 2011, ou est-ce que là, on a un vent d'espoir? Moi, je pense qu'il y a un vent d'espoir. Alors bon, je pense que il y a vraiment une opportunité. Il faut qu'on la saisisse, il faut qu'on fasse pression sur les ARS aussi pour qu'ils lancent les éléments. C'est important qu'il y en a qui se créent, parce que je pense que de l'expérience viendra l'envie et de l'envie viendra une généralisation. C'est quelque chose qui me paraît avoir beaucoup de souplesse et donc de pouvoir s'adapter à plein de situations différentes. Et je pense que c'est un outil qui permet de décloisonner nos organisations aujourd'hui médicales. Alors, ce n'est pas le seul outil, mais l'avantage, c'est que les outils, il n'y a pas d'obligation, hein, donc c'est là où il y a de la souplesse. Et puis, on regardera les expériences, et puis on pourra en tirer si effectivement c'est un mode qu'il faut garder, ou si c'est un mode qui disparaîtra comme d'autres structures ont disparu. Mais je crois que c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de voyants ouverts pour le PIM, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être pas de dogmatisme, on fonce, on essaye, on travaille, et surtout, je pense qu'il faut aussi s'écouter et travailler ensemble sur une nouvelle organisation et un nouveau fonctionnement.
Tout à fait, d'autant plus que si on a des juristes qui sont motivés, on devrait pouvoir arriver à des solutions innovantes. Parce qu'il y a des radiologues qui sont motivés. Docteur Bayrou, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment d'échange. J'espère que, eh bien, on nous entendra et que derrière, eh bien, il y aura des expérimentations et que le PIM sera à l'ouverture d'une nouvelle radiologie. Merci, docteur. Merci.